Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo lecture. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un littératon que j'ai effectué au mois d'août et qui a été organisé par la youtubeuse Antastasia. Il s'agit d'un littératon autour d'autrices où on avait 5 catégories dans lesquelles il fallait choisir un ouvrage. Donc il y avait la catégorie avec une autrice de non-fiction, il y avait une poétesse à choisir, une autrice LGBT, une autrice étrangère et enfin une catégorie libre où j'ai choisi de prendre une autrice de fiction. Je commence avec l'autrice de non-fiction avec Iris Bray, Le regard féminin, une révolution à l'écran. C'est un essai dans lequel elle va parler donc du female gaze, le regard féminin, au cinéma et dans les séries, en opposition au male gaze, donc le regard masculin, qui est un regard, on va dire, très très dominant aujourd'hui dans les œuvres cinématographiques. Pour l'autrice, pour Iris Bray, le female gaze, en fait, c'est raconter une histoire d'une femme, d'un personnage qui se considère comme femme, du point de vue de ce personnage-là, en suivant vraiment son expérience. Il faut aussi que l'histoire de ce personnage remette en question l'ordre patriarcal et on va dire il faut qu'on ressente vraiment l'expérience de ce personnage et qu'il n'y ait pas, on va dire, un espèce de voyeurisme notamment qu'on trouve très souvent sur le corps des femmes au cinéma. C'est un ouvrage qui m'a réellement passionnée et qui m'a donné envie de voir et de revoir pas mal de films. Et après l'avoir lu, je me suis mise à regarder des films alors que ça faisait un moment que j'en regardais plus trop. Iris Bray, elle s'attache à aborder diverses thématiques en fait autour du female gaze qu'elle va illustrer avec des films très différents de tout genre, de toutes époques, dont beaucoup qui m'étaient totalement inconnus. Et pourtant, malgré le fait qu'elle parle de films que je ne connaissais pas, j'arrivais très bien à comprendre les idées qu'elle voulait mettre en avant parce qu'elle décrit en fait le contexte du film, elle explique la scène, donc elle nous explique le cadrage, l'angle choisi par la caméra, la disposition de la scène, et du coup on visualise très bien ce que le réalisateur, la réalisatrice a voulu montrer, et du coup on comprend en fait quels sont les enjeux derrière tel choix de mise en scène derrière. Donc j'ai trouvé que c'était très intéressant de suivre la façon d'Iris Bray de décortiquer les bobines, d'expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on peut montrer à l'écran, qu'est-ce que c'est que le female gaze, pourquoi c'est aussi important de retrouver, de mettre en valeur des films qui, on va dire, ont ce regard-là. Donc c'était vraiment un ouvrage que j'ai trouvé passionnant et que je vous recommande chaudement, particulièrement si vous aimez, si comme moi vous aimez beaucoup le cinéma, c'est à lire absolument. Pour l'autrice LGBT, j'ai choisi Tove Jansson avec son recueil de nouvelles La Cartographe et autres nouvelles. Alors décidément la littérature suédoise et moi c'est compliqué on va dire, même si j'exagère un peu parce que Tove Jansson est finlandaise d'expression suédoise, donc elle n'est pas vraiment suédoise, elle écrit en suédois. Je vous avais déjà parlé d'August Strindberg que je n'avais pas vraiment aimé, même si je lui ai donné une seconde chance. Selma Lagerlöf, j'ai moyennement aimé, au final j'aime bien mais c'est pas du tout quelque chose que je trouve incroyable. J'ai lu un autre livre d'un auteur suédois aussi entre temps dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo, mais qui était là par contre c'était pas possible quoi. Et Tove Jansson malheureusement j'ai pas particulièrement accroché en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est une littérature qui est très hermétique, enfin, dans laquelle j'arrive pas à me sentir investie. Les personnages me semblent froids, me semblent plats. Et pourtant c'est dommage parce que j'ai vraiment l'impression qu'il manquait quelque chose. Déjà le format est peut-être pas adapté pour découvrir Tove Jansson, c'est son premier recueil de nouvelles, donc peut-être qu'il n'est pas encore très abouti. Les nouvelles sont très courtes, donc pour commencer à se sentir investi c'est peut-être un peu trop court tout simplement. Parce que j'ai senti vraiment qu'à des moments, il y avait ce qu'il fallait en fait, ça commençait à m'intriguer, il y avait ce qu'il fallait en fait pour m'attraper je pense. Il y avait des formulations, des idées, on sent vraiment qu'il peut y avoir des moments fulgurants dans l'écriture de Tove Jansson. Et du coup, je pense à mon avis que ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt me tourner vers ces romans qui à mon avis me laisseront plus le temps d'apprécier ce qu'elle fait. Dont notamment le livre d'un été, qui est apparemment un de ses ouvrages les plus connus. Donc, affaire à suivre, je ne lâche pas l'affaire pour autant. On verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, ce recueil-là, je ne le recommande pas vraiment parce que je le trouve vraiment sans grand intérêt. Pour l'autrice étrangère, j'ai choisi Mariam Abba avec une si longue lettre, donc c'est une autrice qui est sénégalaise, et comme le titre du livre l'indique, il s'agit bien d'une lettre qui est écrite par un personnage féminin, Ramatoulaye, à sa meilleure amie Aïssatou.
C'est une lettre qui fait suite au veuvage de Ramatoulaye et dans laquelle elle va revenir sur de nombreuses choses, dont entre autres ses souvenirs de jeunesse avec Aïssatou. Elle va parler de leur mariage à chacune et c'est surtout une critique amère finalement de la place de la femme dans la société sénégalaise. Maria Beuman, dans cet ouvrage, elle dénonce la polygamie qui est vue comme une véritable trahison par ces femmes, leur mari se tournant vers des épouses en général aussi beaucoup plus jeunes, qui ont l'âge en fait qui pourrait être leur fille, ce qui pose également toute une question également sur la vieillesse de la femme dans la société. Elle parle également des mariages arrangés, de toutes les magouilles qu'il y a entre famille, belle famille, les arrangements, etc. Donc on voit que c'est vraiment tout un univers des mœurs qui sont très particulières et qui sont totalement rejetées en fait qui ne sont pas du tout acceptées en fait par les femmes, même si elles se soumettent. Intérieurement, elles rejettent totalement ce fonctionnement, bien sûr. C'est une écriture qui est très juste, vraiment belle, ferme et aussi sincère. On sent que c'est une femme qui était très éclairée sur sa condition et celle de ses consoeurs, même si elle est contemporaine, hein, elle est morte il n'y a pas très longtemps. Elle parle bien sûr, il y a de la rivalité entre les belles-mères, les belles-sœurs, les secondes épouses, mais il y a aussi beaucoup de sororité entre les femmes entre elles, entre les amies, et bien sûr aussi entre Ramatoulaye et ses filles. On sent aussi, à travers les interrogations du personnage qui écrit, Ramatoulaye, les interrogations également de l'autrice sur finalement la génération à venir. Par exemple, elle voit des femmes un peu plus jeunes qui portent le pantalon dans la rue et c'est quelque chose qu'elle trouve totalement inapproprié sur le coup et qu'elle critique. Et puis finalement après on voit qu'elle prend un petit peu de recul et qu'elle se dit que bon c'est un autre choix, c'est autre chose, que c'est la génération à venir. Et elle se fait une raison en fait et c'est assez intéressant de voir son évolution sur le sujet, même si c'est très bref, mais j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Et oui, dans l'ensemble, c'est un ouvrage que je recommande très vivement parce que ça se lit très bien, c'est très bien écrit, c'est court, c'est frappant. Et donc je recommande chaudement et ça donne très envie de lire beaucoup plus de la littérature sénégalaise que je ne connais absolument pas et voir de la littérature du continent africain en général. Pour la poésie, j'ai choisi Emily Dickinson et son recueil de quatrains. Alors j'avoue être très mitigée sur cette poétesse américaine. Elle adresse, on va dire, ses quatrains à ses proches en général dans des lettres. Et apparemment c'est pas du tout ce qui compose la majorité de son œuvre de ce que j'ai cru comprendre. Honnêtement, il y a peu de ses vers qui m'ont plu. Alors bien sûr, il y a bien entendu quelques quatrains que j'ai appréciés. Je vous en lirai, j'espère, à la fin de la vidéo. Mais j'ai eu du mal à trouver un rythme, une musicalité qui était constante dans son texte et pourtant c'est pas faute d'avoir lu à la fois la traduction et le texte original aussi puisque j'avais une édition bilingue. Mais je ne sais pas, j'ai trouvé qu'il manquait vraiment quelque chose pour moi, que c'est pas exactement le genre de poésie que j'apprécie, je pense, tout simplement. Après voilà, on retrouve des thématiques très classiques, je pense, de la poésie, avec beaucoup le thème des fleurs qui revient, avec la figure de l'abeille qui est très présente et très récurrente. Et on sent également que c'est un personnage qui a été marqué par la mort de ses proches, puisqu'elle en parle beaucoup vers la fin, lorsqu'elle vieillit. Elle évoque beaucoup la mort à travers l'image de la nuit qui engloutit tout sur son passage. Donc voilà, des thématiques qui pourraient me plaire a priori, mais qui, voilà, je sais pas, le rythme, le format du quatrain aussi qui est peut-être un peu particulier, auquel je suis peut-être pas assez habituée, je ne sais pas. Mais voilà, je suis pas très emballée, j'ai pas été très emballée par ce recueil de poésie. La définition du beau est qu'il n'est pas de définition. Du ciel, il rend aisée l'analyse, car le ciel et lui ne font qu'un. Le pourquoi navré de l'amour est tout ce que l'amour peut dire. De 2 syllabes sont bâtis les plus vastes cœurs qui se brisent. De la nature effleure la douce guitare, à moins de connaître l'air, sans quoi tout oiseau te désignera comme un trop précoce barde. Pour la dernière catégorie, donc l'autrice de fantasy, j'ai choisi le tome 3 de La Passe-Miroir, La Mémoire de Babel de Christelle Dabos. J'avoue, c'était un petit peu le choix de la facilité parce que cet ouvrage traînait dans ma bibliothèque et puis c'était les vacances et je me suis dit ça sera parfait pour une petite lecture relax de vacances. Donc nouveau tome, nouvelle arche à explorer pour notre héroïne Ophélie. Alors il semble que le tome 3 ça soit un petit peu le tome mal aimé de la saga de La Passe-Miroir. Personnellement ça n'a pas été mon cas, j'ai trouvé que c'était vraiment un tome que j'ai beaucoup apprécié. On va découvrir donc l'arche de Babel, une arche aux inspirations un petit peu exotiques. Ce que je reprochais au précédent tome, c'était qu'on sentait que l'univers était très, très grand, très riche,
mais qu'elle se concentrait vraiment sur des pans et qu'elle prenait peut-être pas le temps de tout développer. Or là, elle a choisi de se concentrer vraiment sur une arche, donc une arche différente de celle qu'on avait précédemment donc Anima et le pôle. Une arche qu'elle prend le temps donc, de bien nous décrire, qui est bien différente de ce qu'on a vu précédemment, où elle aborde également des thématiques qui sont intéressantes, comme notamment un petit peu la... Comment dire, c'est une dictature un petit peu, hein, ce qui prend place sur cette arche, donc c'est assez intéressant. Et aussi, très bon, une qualité pour moi qui est vraiment à souligner sur cet ouvrage, c'est qu'il y a une diversité de personnages qu'il n'y avait pas auparavant, qui est vraiment appréciable. Alors ça pourrait être encore plus diversifié bien sûr, mais on va dire c'est tellement rare et sous-exploité dans la fantasy que je pense que ça a le mérite d'être souligné ici. Donc voilà, très bonne lecture, j'ai hâte de découvrir le tome 4 quand il va sortir en poche, et tome 4 qui est la conclusion de la série d'ailleurs, donc hâte de découvrir ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu des ouvrages similaires. Il y a une prochaine vidéo lecture qui devrait arriver assez vite je pense, parce que j'ai un petite pile de bouquins qui devait être en fait, que je devais tourner une autre vidéo lecture bien avant celle-ci, mais je ne l'ai pas fait donc j'ai pris du retard. Et les livres s'accumulent donc il va falloir en parler, et donc voilà, la prochaine vidéo lecture arrivera bientôt, mais je voulais faire celle-ci d'abord pour être un petit peu au moins dans l'actualité, parce que histoire de pas faire une vidéo sur le mois d'août au mois de décembre, ça serait pas mal. Donc voilà, donc on se retrouve une très prochaine fois. Salut!